Bonjour, je voudrais commencer cette vidéo sur le bilan économique, urbanistique et culturel du Second Empire par l'un des aspects très connus de la politique économique de Napoléon III, que sont les transformations urbanistiques de la ville de Paris. Nous sommes ici au parc Monceau. Ce parc existait déjà au XVIIIe siècle. Il avait été acheté en 1769 par le duc de Chartres, un cousin du roi. C'était donc un parc privé qui comptait à l'époque une vingtaine d'hectares. Il était 2 fois et demi plus vaste qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le parc Monceau fait environ 8 hectares. Il faut se rappeler que sous l'Ancien Régime, nous étions à la limite de Paris, qu'il y avait des champs. Le quartier de la Plaine Monceau était même un territoire de chasse. Ce parc devient bien national en 1793, à la période de la Révolution française, mais c'est sous le Second Empire que le parc Monceau aura vraiment la configuration du parc public qu'il a aujourd'hui, car l'ingénieur Adolphe Alphand, qui est alors directeur des travaux de la ville de Paris, le redessine à l'anglaise en 1852. Et Napoléon III viendra l'inaugurer en 1861. En fait, Napoléon III pensait qu'avec des parcs à disposition, les Parisiens viendraient flâner et s'amuser dans ces parcs et penseraient un peu moins à la Révolution en allant dans les cafés et en parlant révolte. Après cette introduction au parc Monceau, je rappelle ce que nous avons dit dans les précédentes vidéos. C'est que, globalement, le Second Empire de Napoléon III fut une période de croissance économique de l'ordre de 2%, alors que sous la période la plus récente des Trente Glorieuses, de 1943 à 1973, la croissance fut de 8%. Donc il faut relativiser la croissance du Second Empire, mais il faut la relativiser un peu, mais nous allons voir aujourd'hui en quoi et dans quel domaine eut lieu cette croissance économique. Et nous pouvons d'ores et déjà nous poser la question, est-ce que Napoléon III a suscité cette croissance ou n'a-t-il fait qu'accompagner une croissance économique déjà existante ? Car en fait, il est toujours difficile d'évaluer ce qui, dans une période de profond bouleversement économique, relève de la conjoncture générale ou de l'action des décideurs. Et là, il y a un vrai clivage. Quand on est de gauche, on considère que Napoléon III a plutôt profité de circonstances économiques assez favorables. Et quand on est de droite, eh bien on trouve que globalement, c'est Napoléon III qui a su créer ces circonstances favorables. Alors, analysons ces bouleversements économiques. La grande idée économique de Napoléon III était de développer la civilisation industrielle pour répandre le progrès matériel, l'enrichissement du pays devant permettre de résoudre la question sociale. De fait, la France va connaître en moins de 20 ans des transformations importantes. Bon, dire qu'au début du Second Empire, la France est sous-développée sera exagéré, mais il est vrai que la France avait pris du retard, par exemple sur l'Angleterre, ou sur certaines régions de la future Allemagne, comme la Rhénanie, la Saxe ou la Prusse. Or, c'est sous le Second Empire que la France a constitué les éléments d'une vie économique moderne. Voyons ces différents aspects. Cette vidéo est chapitrée, il y a 1. les banques, 2. les transports, 3. l'industrie, 4. l'agriculture, 5. une partie sur les bouleversements urbanistiques de Paris, qui est très bien, et enfin, en 6. une partie sur l'éducation et la culture, que je vous recommande particulièrement. D'abord, l'essor de l'économie par les banques. Une quantité importante d'or, découvert en Californie en 1848 et en Australie en 1851, est mise en circulation. Napoléon III n'est en rien responsable des découvertes des mines d'or en Californie et en Australie. Mais Napoléon III y est pour quelque chose si 44% de cet or afflue en France. Dès novembre 1852, des banques foncières sont créées. En novembre 1852, c'est le Crédit Immobilier des Frères Pereire qui est fondé, donnant bientôt aux grandes entreprises une impulsion importante. Le Crédit Immobilier des Frères Pereire est le type même de la grande banque d'affaires aux activités nationales et internationales. Cette banque participera à tous les emprunts publics du Second Empire et participera au financement de tous les grands travaux sous Napoléon III. La participation donc de cette banque à la réalisation de nombre de projets du régime sera décisive. Le Second Empire a aussi donné au pays l'équipement bancaire qu'il ne possédait pas encore. Des banques de dépôt sont créées, telles le Crédit Lyonnais en 1863 et la Société Générale en 1864, qui canalisent l'épargne privée tout en finançant des entreprises par des prêts à court terme. Dans le même temps, la bourse connaît un triplement des valeurs échangées au cours du Second Empire. C'est sous le Second Empire que le grand public apprend vraiment à utiliser les billets de banque. Les coupures au-dessous de 500 francs apparaissent en 1847, les billets de 100 francs apparaissent en 1848, et en 1864 apparaissent les billets de 50 francs. Et après le billet se développera le chèque, même si l'usage du chèque reste rare sous le Second Empire. La révolution dans les transports maintenant, le train.
L'exploitation des chemins de fer. L'essentiel se fait de 1852 à 1856. Toutes nos lignes principales de chemin de fer datent de cette époque. Ces grands travaux sur les lignes de chemin de fer ne sont pas des travaux d'État, mais l'État les encourage, les hâte, y participe souvent de façon plus directe par l'intermédiaire des banques. Le réseau ferré passe ainsi de 4000 km en 1852 à 17 000 km en 1870. Avec le chemin de fer, c'est toute la vie française de relations qui se trouvera profondément modifiée. Les régions agricoles vont passer d'une économie destinée à satisfaire essentiellement des besoins locaux à une économie plus globale, c'est-à-dire que les grains circulent mieux, ce qui permet d'éviter les disettes localement et d'alimenter les villes qui sont en expansion. Enfin, les chemins de fer contribuent à faire triompher définitivement la centralisation parisienne. Pratiquement toutes les grandes lignes partent de Paris et ont à Paris leur gare terminus. Hommes et marchandises vont être drainés vers la capitale, au détriment de la province parfois. Cela aura pour conséquence de développer l'exode rural et d'amener beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes à partir dans les grandes villes pour trouver du travail. Une précision par rapport aux gares parisiennes, c'est sous Louis-Philippe que les gares parisiennes ont été construites, mais c'est l'empereur Napoléon III qui les a fait agrandir. Les routes maintenant. D'abord et surtout, le réseau routier double entre 1852 et 1870. Ensuite, sans apporter au système de transport un véritable bouleversement, l'amélioration du réseau routier n'a pas été négligée par le Second Empire. Elle répondait à une évidente nécessité. Les routes étaient caillouteuses, souvent défoncées, semées d'ornières boueuses, causées par le passage continu des charrettes avant, et les routes donc sont améliorées sous le Second Empire. Avec le chemin de fer, le routage diminue, mais le rôle du réseau routier demeure important, son aspect change. Si les routes nationales sont moins fréquentées, les routes départementales et surtout les chemins vicinaux trouvent une fonction nouvelle en devenant les affluents du rail. C'est déjà le mariage rail-route. Le transport routier est assuré à la fois par de grandes entreprises et plus encore par les paysans eux-mêmes. Maintenant, le transport maritime se développe en même temps, le bateau à vapeur se perfectionne, on construisit aussi de nouveaux canaux et surtout on améliora la navigabilité des fleuves et des principales rivières canalisées ou praticables pour la canalisation. C'est l'époque de la fondation des grandes compagnies de navigation qui sont la réplique des grandes compagnies de chemin de fer pour les transports terrestres. Comme pour les chemins de fer, il s'est fait une sorte de sélection entre les compagnies de navigation, de petites compagnies sont absorbées par de plus grandes compagnies. Il se fait également une division du travail, d'un côté le transport des voyageurs assuré par les paquebots, de l'autre le trafic des marchandises assuré par les cargos. Le Second Empire a aussi subventionné de grandes lignes de paquebots qui garantissaient aux voyageurs un transport sûr, autant qu'accéléré, et surtout seraient les messagers exacts, rapides et fidèles des correspondances privées, donc pour l'acheminement du courrier postal. Ce fut d'abord la compagnie des messageries impériales, future messagerie maritime, qui progressivement assura le transport de la poste vers les pays d'Orient, puis des services réguliers depuis Marseille avec le Levant, l'Algérie, le Sénégal, l'Amérique du Sud, la Cochinchine, l'Océanie, le Japon. Ce fut le tour ensuite de la Compagnie Générale Maritime qui deviendra la Compagnie Générale Transatlantique et qui, dès 1864, relia Le Havre aux États-Unis. Simultanément, les ports étaient profondément modernisés, Marseille, Le Havre, mais aussi Bordeaux ou Nantes, Dunkerque et Brest tournés vers l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Australie. Ainsi stimulée, la marine marchande française va passer sous le Second Empire du 4e au 2e rang mondial. Ai-je besoin de rappeler que le canal de Suez, qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge, et qui permet donc de relier la mer Méditerranée à l'océan Indien, a été construit sous le Second Empire? Le canal de Suez fut en effet percé de 1859 à 1869 grâce à une levée de fonds à la Bourse de Paris, sous la direction d'un Français, Ferdinand de Lesseps. Les techniques de transmission s'améliorent aussi, ainsi le télégraphe électrique est ouvert au public le 8 décembre 1850, et donc toute cette révolution dans les transports et les techniques de transmission produit un énorme brassage de marchandises, d'hommes et d'idées. C'est dans le cadre d'une politique de prospérité provoquée par le régime que s'inscrivent les grandes réformes libre-échangistes des années 1860 avec les pays voisins de la France. L'extension du marché se fait à travers l'ouverture au marché extérieur. Cette politique que l'on pourrait qualifier de libérale va être âprement discutée par les notables de l'industrie et de l'agriculture, mais ne fut possible que par la volonté de l'empereur Napoléon III. À présent, les progrès de l'agriculture. L'agriculture joue au début du Second Empire un rôle capital dans la vie française. En 1852, l'agriculture ressemblait beaucoup à ce qu'elle était au XVIIIe siècle.
Or, la législation du Second Empire va favoriser l'agriculture. On va utiliser davantage d'engrais. Des agronomes aident à la sélection des semences, la jachère recule, les disettes et les famines disparaissent en France. Le machinisme commence à s'introduire dans l'agriculture, les progrès sont encore plus spectaculaires aussi dans le domaine de l'élevage. L'engagement de l'État est particulièrement vigoureux dans ce domaine. Le monde agricole bénéficie de nouveaux débouchés que lui ouvre la révolution des transports et l'application du traité de libre-échange. Le monde agricole bénéficie aussi d'un certain nombre de mesures prises sous le Second Empire. Ainsi, le Second Empire multiplie les écoles d'agronomie et de chimie agricole qui vont contribuer à diffuser les innovations techniques avec l'aide à la base des instituteurs formés à cette fin dans les écoles normales. Le gouvernement distribue des primes de développement et stimule l'innovation en organisant des concours agricoles. Le gouvernement encourage aussi la construction de chemins vicinaux. Les régions défavorisées ne sont pas oubliées. L'État y lance de grands travaux pour rendre à la culture des terres jugées jusque-là inutiles. Alors ainsi, les marais de Sologne, de la Brie sont ainsi desséchés, de même qu'une partie de la Dombes, et dans les Landes, le boisement en pin est entrepris. 2 lois sont votées en 1854 et 1858 pour encourager le drainage et les défrichements, et les crédits sont là pour appuyer les textes, les projets, les initiatives. Ces efforts transforment en profondeur l'agriculture française. Seules jusque-là, la Flandre et la Normandie pratiquaient l'agriculture intensive. Et d'autres régions vont être gagnées par cette agriculture intensive. La mise en jachère était utilisée 1 an sur 3 dans le nord, 1 an sur 2 dans le midi, et bien sous le Second Empire, la mise en jachère recule de près de la moitié, tandis que les prairies artificielles gagnent rapidement du terrain. De nouvelles techniques se répandent, labourage profond, assolement, drainage, l'emploi des machines agricoles tend à se généraliser. Alors je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais les chiffres attestent des progrès accomplis, les rendements en blé, les productions de vin et de pommes de terre augmentent. Maintenant, les progrès industriels. Dans le domaine industriel, les progrès sont encore plus spectaculaires que dans l'agriculture. Le domaine industriel profite des découvertes techniques et scientifiques, car il a les capitaux nécessaires pour les introduire dans son industrie. Le Second Empire est la période de création du capitalisme industriel. Les investissements de capitaux dans l'industrie ont plus que doublé sous la période du Second Empire. Mais le domaine qui a peut-être connu la plus remarquable transformation, c'est l'industrie métallurgique. Car l'emploi du métal se généralise, rails de chemin de fer, poutrelles, machines ont construit en fer les halles centrales de Paris. Le prix du fer diminue et cette industrie est devenue la base de la vie économique. En fait, ce qui caractérise le Second Empire, beaucoup plus que les nouvelles inventions, c'est la diffusion de la mécanisation. Il faut dire que la transformation profonde qu'a connue dans tous les domaines l'industrie du Second Empire, c'est vraiment à cette époque qu'a eu en France en fait, la révolution industrielle qui permettra à la France d'être, en 1870, l'une des premières économies du monde avec l'Angleterre. Alors là, j'aborde à présent un point assez connu et très intéressant, l'urbanisme nouveau dans les villes françaises, en particulier à Paris. Sous l'influence des transformations économiques, la naissance de la grande industrie, les chemins de fer, les cadres de la vie sociale se transforment. Les villes n'avaient pas changé, en fait, leurs caractères essentiels depuis le XVIIIe siècle. Eh bien, elles vont subir une mutation profonde sous le Second Empire, en particulier Lille, Rouen, Bordeaux, Marseille, Montpellier et Lyon, où partout la population urbaine va augmenter. L'historien Louis Girard, spécialiste des travaux publics sous le Second Empire, a écrit « Il serait difficile de trouver une ville de quelque importance en France qui ne doive quelque chose à l'urbanisme du Second Empire et donc à Napoléon III. » Des stations balnéaires aussi sont en plein essor sous le Second Empire, comme Deauville, Biarritz, Arcachon. Deauville, c'est le duc de Morny qui va encourager l'urbanisation de Deauville. À Arcachon, ce sont les frères Pereire qui sont aux commandes, et à Biarritz, eh bien, tout le monde connaît la villa Eugénie construite en 1855. Des stations thermales comme Vichy sont développées. La première liaison ferroviaire avec Paris, dont Napoléon III s'occupa personnellement, contribua à lancer définitivement cette ville de Vichy. Mais les bouleversements les plus importants eurent lieu à Paris, capitale culturelle depuis le Moyen-Âge, ville lumière au XIXe siècle, qui attirera les artistes du monde entier au début du XXe siècle. Alors, une des causes de cette volonté de transformation, c'est que Napoléon III avait vécu longtemps à Londres, qui était alors la première ville du monde, et Napoléon III était pénétré des nécessités d'un urbanisme moderne. Pour la capitale, Napoléon III
Pour Paris, Napoléon III traçait le plan des travaux, dessinait sur la carte le réseau des grandes voies nouvelles. Plusieurs préoccupations expliquent cette œuvre fondamentale du Second Empire. Napoléon III veut créer une grande capitale européenne capable d'être le cerveau d'un grand empire industriel. Il faut de larges voies pour permettre aux marchandises qui arriveront dans les grandes gares de circuler sans difficulté. Dans son esprit, ce programme de grands travaux enrichira les entrepreneurs, profitera à cette bourgeoisie qu'il veut s'attacher en lui permettant de faire fortune. Et pour Napoléon III, ce programme donnera aussi du travail aux ouvriers et ainsi fera reculer le chômage et la misère. Mais nous avons vu dans notre vidéo sur le bilan social que Napoléon III malheureusement, a globalement échoué à faire reculer la misère du monde ouvrier. Alors, des préoccupations politiques ont aussi pu intervenir. Le Paris romantique, avec ses rues étroites, offrait de grandes facilités aux émeutes populaires. Il était très aisé d'y barrer les rues en élevant des barricades. Et les larges avenues du Paris moderne permettront, pour Napoléon III, dans son esprit, permettront à l'armée et à la police de bien tenir la ville. Enfin, alors il ne faut pas négliger les préoccupations esthétiques. Créer une ville qui serait la plus belle du monde pouvait contribuer à la gloire du régime, attirer de toute l'Europe les foules vers Paris, faire de la capitale Paris la métropole de l'Europe. Alors, il ne faut pas oublier qu'avant Napoléon III, les rues de Paris sont mal éclairées. À ce sujet, chers lecteurs, on peut relire certaines pages des Misérables de Victor Hugo, où l'obscurité des rues de Paris permettent à Jean Valjean de se cacher. Avant Napoléon III, dans la plupart des artères de Paris, il n'existe que l'éclairage à l'huile. Et l'éclairage au gaz n'est utilisé que dans les quartiers les plus bourgeois. Donc le Paris de Napoléon III sera plus lumineux qu'auparavant. La question de l'eau. Eh bien, ce sont les porteurs d'eau auvergnats qui ravitaillent la majeure partie des appartements, ceux en tout cas qui ne disposent pas de l'eau à l'étage. Ces natifs du Massif central s'entendent pour s'assurer le monopole de fourniture de l'eau dans les divers quartiers. Alors, je n'entre pas ici dans la question de la qualité de l'eau, qui est souvent de très mauvaise qualité, au XIXe siècle, même à Paris. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en réalité, le Paris d'avant Napoléon III est toujours celui de la Révolution de 1789. Or, sous Napoléon III, l'éclairage au gaz se développe à la suite de la fusion de toutes les compagnies en une seule. Des nouvelles adductions d'eau permettent d'amener l'eau dans de nombreux appartements, mais pas partout. De nouveaux égouts sont créés. Les nouveaux appartements auront ainsi un confort que ne connaissent pas les anciens. Avec son million d'habitants, la ville a gardé tout son pittoresque, comme vont bientôt le ressasser à l'envi les adversaires des transformations. Ses rues tortueuses, étroites, sales, mal éclairées ne manquent pas de charme. Et le fait est que souvent, dans les mêmes rues, des mêmes quartiers, les hôtels les plus luxueux jouxtent les taudis les plus sordides. Alors ça, c'était donc juste avant Napoléon III. Et c'est un préfet de choc, énergique, imaginatif, audacieux, gros travailleur et peu soucieux de précautions administratives, qui est revenu chacun le sait, le soin de mettre en œuvre la volonté de Louis-Napoléon. Eh bien, c'est Georges Haussmann qui travaille directement avec Napoléon III pendant près de 20 ans. Mais je voudrais dire quand même que l'histoire est injuste. Cette révolution urbaine avait été en réalité préparée par la Commission des embellissements de Paris, dirigée par Henri Siméon en 1853, et qui servira de base aux travaux du baron Haussmann. Henri Siméon a disparu, lui, et injustement dans un oubli quasi complet, alors que tout le monde connaît Haussmann. Près de 20 années durant, Paris va être transformé en un gigantesque chantier. On y circule partout au milieu des gravats, des entassements de matériaux, des terrassements et des échafaudages. Une caricature célèbre de l'époque montre des touristes anglais qui témoignent de leur stupéfaction devant des démolitions. C'est singulier, les journaux anglais ne nous ont rien dit de ce tremblement de terre, dit cette caricature célèbre. En effet, à Paris, sous le Second Empire, ce ne sont que terrassements, amas de terre, de matériaux, vieilles maisons éventrées, mais aussi constructions neuves s'élevant du sol. Cette œuvre urbanistique de Paris a suscité d'ardentes polémiques. On lui a reproché son goût simpliste de la ligne droite pour tirer sur les insurgés, et c'est vrai qu'il eût été possible, en les incurvant, de sauver de la démolition pas mal de merveilles du vieux Paris. Dès 1860, le nombre d'arrondissements est porté de 12 arrondissements à 20 arrondissements par annexion des villes ou des anciens villages de Montmartre, Grenelle, Passy, Vaugirard, Belleville. L'opération donne à la capitale sa physionomie actuelle et Paris fait plus que doubler sa superficie. De grands monuments, Notre-Dame, l'Hôtel de Ville sont dégagés. Toujours présents, aujourd'hui, des monuments témoignent de ce qui fut fait alors, le Louvre, désormais achevé, l'église Saint-Augustin, l'église de la Trinité, le palais de justice, le tribunal de commerce, le théâtre de la place du Châtelet,
la fontaine Saint-Michel, aussi inaugurée en 1860, les halles centrales et bien sûr l'opéra, dont la construction commence en 1861, mais l'inauguration aura lieu en 1875, après la chute du Second Empire, et Napoléon III n'y a donc jamais vu de représentation. Aux extrémités ouest et est de la capitale, les bois de Boulogne et de Vincennes sont aménagés. Napoléon III aménagea le bois de Vincennes pour faire pendant au bois de Boulogne, qu'il transforma aussi. La volonté personnelle de Napoléon III est là pour imposer partout la création de squares et, quand c'est possible, l'aménagement de parcs. Le parc des Buttes-Chaumont et le parc Montsouris, entre autres, sans oublier le parc Monceau, dont il finance l'acquisition. Nous l'avons dit en introduction, c'est l'ingénieur des ponts et chaussées, Adolphe Alphand, qui deviendra directeur des travaux de la ville de Paris sous le Second Empire et qui est considéré comme le père des espaces verts de Paris. Squares, jardins, parcs, je ne vais pas établir ici la longue liste exhaustive de tous les aménagements qu'il a réalisés, mais il y en a beaucoup. Ajoutons que la Bourse connaît un véritable âge d'or sous le Second Empire et qu'à Paris, il y a l'émergence et le développement de grands magasins comme le Bon Marché, le Bazar de l'Hôtel de Ville, le Printemps et la Samaritaine. Comment ne pas évoquer ici le roman d'Émile Zola, Au bonheur des dames, dont l'action se situe entre 1864 et 1869, donc à la fin du Second Empire. Nous l'avons dit, les 5 gares parisiennes aussi ont été construites sous le roi des Français Louis-Philippe, mais c'est Napoléon III qui les a agrandies. L'admiration universelle pour l'incontestable beauté de Paris et son unité architecturale date de cette époque. Ce sont encore des héritages de Napoléon III. Le Paris de 1852 était celui du siècle précédent, mais quand on se promène dans les rues de la capitale aujourd'hui, eh bien on voit bien que le Paris de Napoléon III est encore le nôtre. Le Paris actuel doit donc beaucoup à l'empereur Napoléon III. Un bémol toutefois à l'œuvre d'Haussmann, peu à peu les ouvriers parisiens n'auront plus les moyens financiers de se loger dans les nouveaux immeubles aux loyers élevés et vont se retrouver rejetés vers la périphérie, en particulier vers l'Est parisien, quand ce n'est pas vers la banlieue. Donc une des conséquences de l'œuvre d'Haussmann fut sans doute de créer un Paris populaire à l'Est, en opposition avec un Paris bourgeois à l'Ouest, ce qui durera de 1850 à la fin du XXe siècle. Bon, les choses à Paris ont changé depuis le début du XXe siècle, qui a vu l'explosion des prix de l'immobilier parisien. À l'époque, un sénateur célèbre de son temps, Claude-Antime Corbon, a décrit cette évolution. La transformation de Paris ayant fait refluer forcément la population de Paris vers les extrémités, on a fait de la capitale deux villes, une riche, une pauvre, celle-ci entourant l'autre. La classe malaisée est comme un immense cordon enserrant la classe aisée, dit ce sénateur. C'est l'époque où l'on associe classe laborieuse et classe dangereuse, pour reprendre le titre d'un fameux livre de l'historien Louis Chevalier. Donc, sous l'autorité du préfet Haussmann, de nombreux quartiers de Paris sont en partie détruits et reconstruits pour rendre la capitale plus saine, plus belle et mieux adaptée à une population et à une circulation en plein essor. Et cette transformation urbaine inspire de nombreuses villes de province. Donc des villes comme Lyon, où la population double, ainsi qu'à Marseille, la population triple à Roubaix, de nouveaux quartiers se construisent. Et en fait, la ville moderne et hygiéniste est partout une création du Second Empire. Enfin, il ne faut pas oublier que les expositions universelles de 1855 et 1867 sont l'occasion pour Napoléon III d'exposer à la France et au monde entier la modernisation du pays. Les expositions universelles de 1855 et 1867 vont être donc des vitrines qui permettent à Napoléon III de montrer les transformations et la beauté du nouveau Paris et de rendre compte de la beauté des fêtes impériales. Sixièmement, l'éducation, les progrès dans l'éducation. Alors d'abord, l'empereur va encourager les sciences, il va favoriser la recherche scientifique, en particulier dans le domaine agricole, et puis Napoléon III va favoriser les travaux aussi du chimiste Louis Pasteur. Napoléon III va développer l'enseignement en France avec son ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy. Il veut conduire progressivement les milieux les moins favorisés sur les chemins de la culture. Napoléon III va mieux payer aussi les professeurs, notamment à l'école primaire. Sous le Second Empire, l'effectif des enseignants augmente de plus de 30%, tandis que leurs émoluments et leur statut sont revalorisés. Napoléon III va aussi penser aux jeunes filles. Sous le Second Empire, toutes les communes de France sont obligées de créer une école de filles. Et par ailleurs, la création d'un enseignement secondaire pour les jeunes filles doit être indépendante du contrôle du clergé catholique.
Victor Duruy réorganise l'enseignement secondaire en rétablissant l'enseignement de la philosophie et en imposant l'enseignement de l'histoire contemporaine qui s'arrêtait avant le Second Empire en 1815 avec la chute de Napoléon Ier. Donc l'histoire sera plus contemporaine sous le Second Empire. Napoléon III a voulu et s'est aussi personnellement impliqué dans l'effort de scolarisation et de modernisation à tous les niveaux du système éducatif, avec pour résultat un incontestable progrès de la scolarisation globale et un net recul de l'analphabétisme. En 1852, près de 40% des conscrits ne savaient ni lire ni écrire, ils ne sont plus que 25% en 1869. Pour l'ensemble de la population, hommes et femmes réunis, le taux d'analphabétisme se situe à cette date aux environs de 32%. Donc dans le domaine de l'éducation, l'enseignement public a été amélioré et étendu. À la fin du Second Empire, il y a un incontestable progrès de la scolarisation globale et un net recul de l'analphabétisme. Chacun sait que c'est sous la Troisième République, au début des années 1880, que l'école deviendra gratuite, laïque et obligatoire pour les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais Napoléon III a préparé le terrain. On peut dire que Victor Duruy a préparé les réformes de Jules Ferry. Alors sans doute faut-il replacer cette spectaculaire progression dans un continuum qui englobe la monarchie de Juillet, la Deuxième République et les 3 dernières décennies du XIXe siècle, avec les débuts de la Troisième République. La séquence impériale n'en apparaît pas moins comme déterminante dans le progrès en France de la transmission d'un savoir de base aux couches les plus modestes de la population. Alors, à présent, voyons les artistes. Vous allez voir que c'est très intéressant. Peut-être doit-on, au sens de la fête de Napoléon III, l'inspiration des artistes de l'époque. La France du Second Empire restera dans l'histoire comme la patrie d'un génie artistique protéiforme, en peinture, en photographie, en architecture, en musique, en littérature, un héritage que ne dédaignera pas la Troisième République naissante. En peinture, qui ne connaît pas les noms de Manet, de Degas, de Courbet, de Renoir, de Pissarro, de Monet. Jeunes artistes sous le Second Empire, leurs travaux susciteront souvent quelques scandales, comme le Déjeuner sur l'herbe en 1863, où Manet n'hésite pas à représenter une femme nue face à l'observateur et discutant avec 2 messieurs bien habillés. Ce tableau marque certainement avec L'origine du monde de Courbet en 1866, le tournant de la peinture moderne. Ces artistes passeront à la postérité sous une Troisième République peut-être plus ouverte à la modernité, avouons-le, que le Second Empire. Il faut reconnaître que l'art académique qualifié moqueusement de pompier par les étudiants des Beaux-Arts, le surnom restera, éprouve quelques difficultés à se renouveler et abandonner les thèmes historiques et l'orientalisme. Thèmes éculés qui n'enlèvent pourtant rien à la qualité des œuvres, et parmi les grands peintres de cette époque, quelques grands noms: Jean-Léon Gérôme, Alexandre Cabanel, Ernest Meissonnier, Pierre Puvis de Chavannes. De fait, l'art du Second Empire a été depuis plusieurs décennies réhabilité. C'est un art accessible et assez admirable finalement. N'oublions pas que la photographie aussi nous offrira Nadar. En littérature, comment ne pas évoquer le romancier Gustave Flaubert ou le poète Charles Baudelaire, qui se verront poursuivis par la cour impériale la même année, en 1857, pour outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Flaubert pour l'immoralité de son héroïne Emma Bovary, et Charles Baudelaire pour son recueil de poèmes Les Fleurs du Mal. D'autres écrivains se glisseront un peu mieux dans le moule du classicisme: Prosper Mérimée, Théophile Gautier, les frères Goncourt, George Sand ou le dramaturge Eugène Labiche. N'oublions pas non plus des historiens qui laisseront leur empreinte: Jules Michelet ou Ernest Renan, par exemple. Plusieurs architectes marqueront également la période, comme Viollet-le-Duc, grand réinventeur de châteaux médiévaux, ou Charles Garnier, qui construisit l'Opéra de Paris. La musique ne restera pas en marge. Comment pourrais-je ne pas citer Berlioz, César Franck, Gounod, Bizet, ni celui qui évoque la frivolité du Second Empire par son seul nom, j'ai nommé Jacques Offenbach. Mais je ne voudrais pas transformer cette vidéo en une fastidieuse énumération de grands noms. Je prends donc le risque de ne pas citer tel écrivain ou peintre cher à votre cœur. Je terminerai toutefois par 2 artistes qui me sont proches. Le sculpteur Louis-Ernest Barrias, né en 1841 et mort en 1905, qui vécut toute sa vie à Paris, et qui est mon arrière-arrière-grand-père, Louis-Ernest Barrias, et son frère aîné, Félix Barrias.
né en 1821 et mort en 1907, peintre, lui, et tous les deux ont été pris de Rome. Je vous laisse donc en compagnie des exilés de Tibère, toile qui date de 1850, de Félix Barrias, et de La nature se dévoilant à la science, sculpture qui date de 1884, donc des débuts de la Troisième République. Ces deux œuvres sont exposées dans des salles du musée d'Orsay. Alors, en conclusion, il serait injuste de juger le Second Empire uniquement à l'aune de la défaite de 1870. Ce serait oublier notamment le développement économique de la France au cours de cette période, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cette vidéo. Dans le temps court, on peut parler d'impulsion décisive pour le Second Empire, comme le fit d'ailleurs Philippe Séguin dans une biographie qu'il écrivit en 1990, qui frise parfois la géographie. Mais Philippe Séguin écrit, par exemple, « Peu de chefs d'État dans l'histoire ont laissé un tel héritage. Rarement, jamais sans doute, la France n'aura fait autant de progrès en aussi peu de temps. » Bon, mais Philippe Séguin a des accents hagiographiques souvent car il veut réhabiliter Napoléon III, donc parfois il n'est pas toujours très objectif, car il faut replacer la croissance économique, il est vrai, sous le Second Empire, dans le contexte général du XIXe siècle français. Il est plus juste de dire qu'une partie de la modernisation est une tendance entamée avant Napoléon III, donc sous le règne du roi des Français Louis-Philippe, que cette modernisation s'est accélérée avec Napoléon III et poursuivie après lui sous la Troisième République. Il apparaît nettement qu'il existe toutefois un domaine où l'œuvre du Second Empire a été solide, c'est celui de la politique économique, la création des grandes banques, l'extension des chemins de fer, des compagnies de navigation, le développement des grands magasins, la rénovation moderne des villes françaises, qui toutes portent encore aujourd'hui les traces éclatantes de l'urbanisme nouveau, constituent un bilan très largement positif, ce qui fait que la France de 1870 est l'un des pays les plus riches au monde. On peut même considérer la France comme la première puissance mondiale de l'époque avec l'Angleterre. Pour finir, ce qui est incontestable, c'est que c'est sur l'héritage des transformations économiques voulues et réalisées par Napoléon III que la Troisième République a pu bâtir sa longévité de 1870 à 1940, où elle voudra démocratiser le progrès en essayant de le mettre à la portée de tous. Voilà, nous terminons cette vidéo au Parc Monceau, qui est donc un parc créé sous Napoléon III et inauguré par l'empereur en 1861. Alors, le Parc Monceau, c'est un endroit un peu symbolique pour conclure cette vidéo et achever notre cycle sur le Second Empire. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que en 1870, la France va perdre face à la Prusse, que le Second Empire va s'effondrer, la Troisième République va être proclamée le 4 septembre, l'armistice avec la Prusse va être signé, mais les Parisiens ne vont pas accepter cet armistice. Alors l'épisode de la Commune de Paris, c'est entre mars et mai 1871, et pendant la semaine sanglante, entre le 21 et le 28 mai 1871, eh bien, des pelotons d'exécution vont être installés ici. Les troupes versaillaises vont fusiller des communards, des insurgés de la Commune. Alors bien sûr, il y a eu bien d'autres endroits dans Paris où des communards ont été fusillés, mais il y a eu aussi des pelotons d'exécution au Parc Monceau. Et donc, en cherchant bien, nous pourrions retrouver des restes de malheureux communards fusillés ici. Alors, tout ça pour dire que c'est un endroit symbolique et tragique, le Parc Monceau, qui clôt notre cycle sur le Second Empire, puisque la France a perdu face à la Prusse, et que la France a été obligée de donner à l'Allemagne l'Alsace et la Lorraine. Allez, mais je voudrais quand même terminer par une note un peu plus joyeuse. Regardez ces magnifiques hôtels particuliers avec des jardins qui donnent sur le parc. Ce sont les familles Pereire, Rothschild, Cernucci, Meignier, Camondo qui ont fait élever ces grands hôtels particuliers. Alors, ces hôtels particuliers ont été parfois reconstruits, mais l'origine de ces bâtisses remonte souvent aux dernières années du Second Empire. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres personnalités de notre belle et grande histoire de France. Au revoir, à bientôt.